Nous sommes ensemble déjà, peut-être Luc Ferry, pour essayer de parler de ce temps que vous aimez bien, le temps schumpeterien, puisque c'est un de ces instants schumpeteriens, à savoir que le DSI, en quelque sorte, c'est le Gutenberg moderne. Comment est-ce qu'on accompagne cette mutation, ce changement qu'on est en train de vivre à une vitesse absolument affolante? Est-ce qu'il faut muter en utilisant les technologies d'hier ou bien tout casser? Tout casser, sûrement pas, mais je crois qu'il y a deux aspects qui sont passionnants en ce moment. Un, on est à la veille d'une série de révolutions technologiques qui vont tirer la croissance. Moi, je suis très optimiste là-dessus. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la croissance est terminée. On a trois grands secteurs de croissance à venir, et un peu comme au temps de la Renaissance, en effet, la comparaison avec Gutenberg n'est pas absurde. On a des révolutions technologiques extraordinaires. Un, les NBIC, évidemment, donc nanotechnologie, biotechnologie, informatique et puissance cognitive. C'est une véritable révolution, notamment dans le domaine de la santé, mais dans tous les domaines. Le big data sera évidemment transversal dans toutes ces révolution technologique. On aura un deuxième grand secteur qui est la robotique et puis l'imprimante 3D. Vous avez tous vu comme moi que les Chinois fabriquaient maintenant des maisons en imprimante 3D, et puis on a aussi des très belles voitures qui sont faites pas entièrement, mais les ailes, les capots, la grande partie de la carrosserie faite en imprimante 3D. Et puis on aura un troisième grand secteur qui sera à la fois nouvelles énergies, gaz de schiste évidemment. Regardez aux États-Unis, les effets sont extraordinairement bénéfiques sur l'emploi, mais aussi sur le coût de l'énergie, mais également tout ce qui est partage de l'énergie et stockage de l'énergie. Alors évidemment, puisqu'on a entendu la musique tout à l'heure, on a tous reconnu le magnifique film de George Lucas, il y a le côté obscur de la force. Le côté obscur, ce sera d'abord sur le big data, des questions d'éthique, de protection de la vie privée. Mais bon, moi je suis assez prudent sur ces sujets, mais en même temps, je ne voudrais pas que nous soyons en France les champions de la régulation et beaucoup moins bons en innovation, ce qui est pour l'instant le cas. On est formidable dans la régulation et la protection du citoyen. Sur l'innovation, on est beaucoup moins bon. Et donc, je ne voudrais pas que ça tourne de ce côté-là, mais il y aura aussi, évidemment, dans ce moment, oui, schumpeterien, c'est-à-dire que l'innovation va créer des emplois, l'innovation va tirer la croissance, on est tout à fait dans une logique schumpeterienne, mais il y aura le côté obscur de la force, c'est que énormément d'emplois vont disparaître, énormément de métiers vont disparaître. Pour dire les choses très simplement, parce que je vais m'arrêter là, je rassure le président de séance, disons que si j'étais libraire, je n'aimerais pas Amazon. Il y a 3000 libraires en France, il va leur arriver exactement ce qui est à l'arrivée aux disquaires. Si j'étais patron d'une agence de voyage, je dirais la même chose. Mais ce qui est certain, c'est que ces côtés négatifs ne sont pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'innovation va améliorer nos vies, l'espérance de vie va augmenter considérablement, il y aura des aspects formidablement positifs. Et je ne dis pas ça par flagornerie, encore que c'est le moment ou jamais, mais les DSI vont être évidemment dans cette affaire-là. Comment dire, il faut qu'ils soient absolument intégrés au pilotage des entreprises. Ce ne sera plus un département parmi d'autres, mais ce sera le cœur du pilotage des entreprises modernes. Et c'est évidemment le cas aux États-Unis, où on voit que les très grandes entreprises du big data, que ce soit Apple, soit Google, Facebook ou Amazon, elles sont évidemment déjà sur ce plan-là extraordinairement en avance sur nous. Donc oui à la régulation, à la protection du citoyen, oui c'est important. Là-dessus en France on est très bon, mais faites attention aussi, ou faisons attention globalement au fait que l'innovation est quand même formidable et que l'intérêt du consommateur est aussi important que la protection du citoyen. Luc Ferry, puisqu'on évoquait aussi cette fracture finalement entre le temps politique, et je voyais réagir puisqu'on a la chance d'avoir un ancien ministre, et c'est vrai que parfois le ministre veut marquer de son empreinte son passage, ça dure quelques mois, quelques années parfois. Et en face, il y a un DSI qui, lui, pour mettre en place cette politique nouvelle, est face à des contraintes beaucoup plus lourdes. Est-ce qu'on arrive à gérer ces deux temporalités-là ? Là, pour le coup, j'aurais envie de dire exactement l'inverse, pardon. C'est-à-dire que les innovations technologiques vont 1000 fois plus vite que la conscience des politiques. Aujourd'hui, ce qui est le plus frappant quand je parle avec des amis politiques qui sont ministres ou qui l'ont été, ou même au-delà, c'est l'ignorance totale
même simplement de ce que c'est que des cookies sur Internet ou ce que c'est que le big data. Et donc, je pense que ça pose un problème démocratique d'ailleurs très important. C'est que je pense que ce qui va se passer dans les mois et dans les années qui viennent, c'est que la plupart des politiques qui vont s'emparer de ces sujets, notamment le grand sujet qui est quand même le big data, parce qu'il est transversal par rapport à toutes ces révolutions technologiques que j'ai évoquées tout à l'heure, je pense que ce qui va passionner probablement en France les politiques, c'est plutôt la question de la régulation et des effets pervers du big data. On va par exemple parler des atteintes à la vie privée, on va expliquer qu'on enferme les gens dans leur goût et que les campagnes électorales vont être encore beaucoup plus démagogiques qu'elles ne le sont aujourd'hui si c'est possible. Ce sera difficile, mais enfin c'est quand même faisable. Vous voyez bien la campagne d'Obama où on a vraiment ciblé avec le big data les personnes qu'on voulait atteindre. Bon. Et donc on va insister, si vous voulez, sur les mauvais côtés du big data, alors que ce qui me frappe aux États-Unis, qui est un pays que je connais bien, c'est qu'on va au contraire insister sur les rôles positifs du big data, par exemple dans la lutte contre le terrorisme, dans la santé, la lutte contre le cancer, qui sera dans lequel le big data sera crucial, ou je sais pas, ou tout bêtement la gestion du trafic aérien ou la gestion des catastrophes humanitaires, par exemple. Bon. Et donc on va insister sur les côtés positifs et probablement chez nous davantage sur le côté régulation, protection du citoyen. La CNIL fait un travail formidable. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce que fait la CNIL. Schramek au CSA a fait 2 interventions tout à fait remarquables sur le big data, mais c'est vrai qu'en matière d'innovation, nous sommes très en retard. Et donc, ce qui m'inquiéterait au niveau politique, c'est plutôt le fait que, à la fois, les élites politiques, les leaders politiques sont très, très, très en retard sur ces sujets-là. Ils ne savent pas de quoi il s'agit pour l'immense majorité d'entre eux. Alors, il y en a quelques-uns qui connaissent, mais c'est quand même très rare. Et puis, d'autre part, encore une fois, problème démocratique, le peuple lui-même n'a aucune idée de ces révolutions technologiques. Si vous parlez des nanotechnologies, par exemple, ou des biotechnologies, personne n'y connaît rien. Et les data scientists, j'ai déjeuné aujourd'hui avec un grand data scientist, un type formidable, très bon mathématicien, puis il connaît vraiment son métier, c'est passionnant d'ailleurs. Mais c'est vrai que sa connaissance à lui, sa compétence à lui, il est à des années-lumière de ce que peut maîtriser aujourd'hui un ministre lambda, disons. Voilà. Et donc ça posera un problème de démocratie énorme, c'est que les innovations vont aller beaucoup, beaucoup plus vite que la régulation intelligente, si je puis dire. Donc on aura là une contradiction énorme. Et ce que je crains plutôt, c'est que, encore une fois, la France prenne du retard dans cette course à l'innovation et que, face à ces 3 vagues formidables de croissance potentielle que j'ai évoquées tout à l'heure, nous passions plutôt sous la vague que dessus. En tout cas, c'est le risque aujourd'hui. Et encore une fois, en Chine, en Russie même, ça se développe beaucoup plus vite que chez nous. Voilà, à mon avis, le grand danger plutôt que l'inverse. Pardon. Luc Ferry, vous disiez il y a aussi des freins. Si on peut rapidement dire, voilà, il y a des freins terribles qui empêchent cette évolution, ce travail de plateforme, c'est ça ? Si on regarde le problème globalement, laissons l'informatique de côté 3 secondes. Quand on regarde le moment où nos sociétés rentrent dans la logique de l'innovation, ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice, moi j'appelle ça l'innovation destructrice, parce que c'est pas la création à proprement parler, c'est pas la destruction qui crée, c'est l'innovation qui détruit. J'ai fait tomber de mon iPhone 4 l'autre jour dans l'évier, ça n'a pas créé le 5, et surtout pas le 6 que j'ai été obligé d'acheter. Donc c'est quand même l'innovation qui rend obsolète ce qui est ancien, c'est quand même cette logique-là. Quand on regarde quand les sociétés européennes rentrent dans cette logique de l'innovation destructrice, c'est-à-dire en gros au milieu du XVIIIe siècle, avec la naissance du capitalisme moderne, notre espérance de vie, à nous Français, a été multipliée depuis 1750 plus que par 3. En 1750, elle était de 25 ans. Quand Victor Hugo publiait Les Misérables en 1863, l'espérance de vie des Français est de 35 ans. Bon, on a multiplié le niveau de vie par 20. Simplement depuis mon enfance, depuis les années 50, on a multiplié le niveau de vie des Français, le niveau de vie réel par 3. Donc tout ça, c'est lié à des innovations extraordinaires, pas simplement d'ailleurs médicales et scientifiques, mais aussi sociales et politiques. Bon. Et donc, par rapport à ça, ce que je
constate en France, oui, on a des entreprises qui sont formidables. Alors dans le service public, les problèmes se posent évidemment de manière un peu différente. On a des entreprises qui sont formidables, mais si j'étais ministre de l'économie et des finances, mon seul sujet, il n'y en aurait pas d'autre, il y en aurait un seul, tout le reste en dépend, c'est comment relancer les investissements innovants. Donc quels sont les freins à l'innovation? Quand on a inscrit cette monstrueuse connerie, qu'est le principe de précaution dans la Constitution, on a envoyé comme message qu'il fallait surtout pas prendre de risques. Bon. Or aujourd'hui, nous sommes dans une société de la peur, on a peur de tout, on a peur du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des volailles, des nanotechnologies, de la Turquie, de la mondialisation, du réchauffement climatique, de Claude Allègre et de 1000 choses plus abominables encore, si c'est possible. Et donc on est rentré, encore une fois, dans une logique de la peur, dans une logique de l'absence de prise de risque, qui a des côtés positif aussi, encore une fois, la régulation, c'est pas rien. Mais je voudrais pas qu'on soit les champions du monde de la régulation et les derniers de la classe en matière d'innovation. Parce que malgré tout, même s'il y a encore une fois le côté obscur de la force, ces innovations, elles ont modifié nos vies de manière extraordinairement positive. Je donne juste un exemple et je m'arrête. Rapidement. Je reviens d'un congrès sur l'hépatite C. Bon, voilà. On sait aujourd'hui qu'on a une molécule qui peut remplacer définitivement l'interféron et qu'on peut guérir à 97% en 6 semaines, maintenant, l'hépatite C, qui est quand même une saloperie, il faut bien le dire. Ça, c'est des progrès absolument formidables. Ne laissons pas aux Américains le monopole de ces progrès. Voilà, c'est quand même ça mon message. Oui à la régulation, oui à la protection, mais ne soyons pas constamment les deux pieds sur le frein. On a compris, vous, votre peur, c'est qu'on étouffe un peu cette innovation, mais la France est connue pour innover, justement, aussi. Oui, on va chercher nos ingénieurs. Non, mais mon propos est paradoxal, il est presque contradictoire. Je pense que pour justement être dans la logique de l'innovation, il faut d'abord réfléchir aux freins à l'innovation. Si on veut lever les freins, il faut les comprendre. Et parmi les freins à l'innovation, si vous me permettez d'ajouter juste cette idée-là, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que des métiers vont disparaître, que les libraires vont en grande partie être tués par Amazon, c'est une évidence, mais là aussi les agences de voyage, TripAdvisor et Kayak vont tuer les agences de voyage en grande partie. Aucun d'entre nous ne va dans une agence de voyage pour prendre un billet Paris-Nice, c'est fini tout ça. Bon. Et donc en tout cas ils vont changer de métier, les métiers vont se transformer. Mais parmi les freins à l'innovation, il faut savoir que dans cette logique extrêmement pointue, très technologique des métiers dans lesquels vous êtes, pour nos enfants, et là, je reviens à la question de l'éducation 3 secondes. Pour nos enfants, malheur à ceux qui n'ont pas des bons diplômes. Jamais le fait d'avoir un bon diplôme n'a été aussi discriminant qu'aujourd'hui pour entrer dans la vie active. J'ai fait une étude là-dessus avec mon ami Nicolas Bouzou. En 1960, 10% des non-bacheliers sont au chômage. Aujourd'hui, c'est 50%. Et encore, le bac, c'est rien. Pour pas avoir le bac, il faut faire la demande aujourd'hui. Soyons clairs. Mais en même temps, c'est tout, parce que vous ne pouvez pas continuer si vous ne l'avez pas. Et donc, quand vous regardez à quel âge les enfants quittent le foyer familial en Europe, c'est fascinant. En Espagne, tenez-vous bien, c'est 31 ans. Et chez nous, en France, nos enfants quittent le foyer familial en moyenne autour de 24 ans. Et encore, on revient chez maman le dimanche pour manger convenablement et qu'elle fasse la lessive. Bon. Et donc, je relisais l'autre jour les Confessions de Rousseau. Il tombe amoureux de... Vous vous souvenez que Balzac écrit La femme de 30 ans pour décrire une dame qui entre dans l'âge mûr, peut-être même à l'époque un peu au-delà. Rassurez-vous, mesdames, c'est une autre époque, mais quand même. Et quand Rousseau tombe amoureux de Madame de Varins, il faut dire qu'il est gamin, il a 16 ans, il a cette phrase qui m'a fait hurler de rire l'autre jour dans le train, elle avait perdu le charme de la jeunesse, elle avait 28 ans. Et donc elle trouvait ça assez drôle. Et voilà, c'est juste pour vous donner un point de repère, si nos enfants quittent le foyer familial en moyenne autour, disons en Europe, entre 24 et 31 ans, c'est aussi parce que si on n'a pas, dans ce contexte d'innovation permanente, de technologie extrêmement pointue, si on n'a pas aujourd'hui des bons diplômes, on est quand même perdu. Donc faites aussi attention à ça, ça fait partie des freins. Autrement dit, l'innovation est formidable, mais elle crée quand même du chômage, de la décroissance et des inégalités. Et si on ne tient pas compte de ces 3 freins-là, de ces 3 côtés obscurs, on ne lèvera pas
les freins à l'innovation. Donc vous voyez pourquoi mon propos est presque contradictoire, puisque je suis presque plus sensible aux freins à l'innovation qu'aux bienfaits de l'innovation, mais encore une fois, c'est pour pouvoir les lever. Et je pense que nos politiques devraient prendre conscience du problème de manière beaucoup plus aiguë. Merci à vous cinq, merci à Luc Ferry, Jacques Marzin, Jacques Igalichet, Robert Euseb et Ludovic Tassi. Bon appétit à vous.